Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. L'idée, c'est de faire une programmation qui donne une idée la plus éclectique possible et juste en même temps de ce qu'a été le cinéma américain des années 70, qu'on a appelé après le Nouvel Hollywood, parce que pendant cette révolution-là, on n'appelle pas ça le Nouvel Hollywood, c'est juste le cinéma américain en train de se faire. Et puis, des années plus tard, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé, en gros, entre 67, qui est l'année du lauréat, c'est pour ça qu'on a commencé par le lauréat, parce que ça fait partie de ces 2-3 films qui vont lancer la machine Nouvelle Hollywood de 67 à 80, qui est généralement l'année qu'on prend pour arrêter cette espèce de période-là. On en parlera évidemment au cours des séances et de l'année, et on l'arrête généralement à un film très connu, un chef-d'œuvre, mais qui à l'époque a été un espèce d'échec absolu au box-office américain et en France aussi, échec critique, qui est La Porte du Paradis, Heaven's Gate, de Michael Cimino. Michael Cimino, qui est l'homme qui a réalisé Voyage au bout de l'enfer en 78. Et d'ailleurs, le Voyage est évidemment programmé parce que pour moi, c'est le plus grand film américain de la période. Donc voilà, en gros, cette période-là, ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, ce sont 13 années qui constituent sans doute le dernier âge d'or du cinéma américain. Et aussi bien évidemment on pourrait presque dire objectivement pour les cinéastes qui ont participé à cette période-là, Robert Altman, William Friedkin, Al Ashby, Scorsese, la liste est évidemment très très longue, mais aussi c'est intéressant de faire ce cycle aussi parce que le cinéma américain contemporain, c'est-à-dire d'aujourd'hui, il est complètement hanté par cette décennie-là. Que quand on voit les films de David Fincher, de James Gray, alors ceux qui ont continué, des gens comme Terrence Malick ou William Friedkin, quand on voit les films de Wes Anderson, quand on voit les films de Michael Mann, c'est-à-dire que l'essentiel du bon cinéma américain contemporain ne fait que dialoguer avec le cinéma américain du Nouvel Hollywood, si vous voulez. Donc c'est pour ça, moi, ce que je disais souvent à mes élèves, en disant, bah voilà, si vous ne connaissez pas suffisamment bien Nouvel Hollywood, il y a toute une part du cinéma américain qui se fait aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Vous voyez La nuit nous appartient de James Gray, même les acteurs qui sont choisis, Robert Duvall, qui sont des gens emblématiques du Nouvel Hollywood, les films de James Gray, ce ne sont que des films qui racontent un rapport impossible avec le cinéma américain des années 70. Donc, alors je vais faire vite parce que évidemment on aura plusieurs séances pour en parler, mais l'idée c'est que le Nouvel Hollywood, ça a été une sorte de moment, mais je vous en reparlerai évidemment après, un moment de grâce du cinéma américain. Il y a comme ça dans l'histoire du cinéma et même l'histoire des formes en général, des moments où on pourrait presque dire les bons individus se rencontrent entre eux à la bonne période, où l'Amérique socialement, politiquement est prête aussi. C'est une série d'événements convergents qui fait que voilà, il y a comme une sorte d'alchimie, de magie qui se produit, et puis va naître le Nouvel Hollywood. C'est ça qu'on ne fera jamais, évidemment, le Nouvel Hollywood. C'est une conjonction d'éléments historiques, cinématographiques, sociaux qui font que cette décennie, enfin ce grand mouvement a pu évidemment naître. Alors, pourquoi on commence par le lauréat D'abord pour des raisons presque évidentes, chronologiques, qui est qu'en 67, il y a, pour faire très vite, le cinéma américain économiquement, c'est très important le cinéma américain économiquement, parce que quand il va mal économiquement, personne ne peut faire de films intéressants. C'est-à-dire que le cinéma américain se fonde sur cette idée que tant qu'économiquement les films fonctionnent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dès qu'ils ne fonctionnent pas, là c'est un peu la catastrophe. C'est un cinéma, comme vous le savez, qui n'est pas aidé, pas subventionné, le contraire évidemment du cinéma français, par exemple. Bon, d'un certain cinéma français. Et donc en 67, le cinéma américain va très mal. Ça fait déjà 10 ans que les salles sont de plus en plus désertées, qu'il y a de moins en moins de spectateurs. La télévision est arrivée dans les foyers. Elle a capturé un nombre de spectateurs évidemment incalculable et très important. Donc les studios ne savent plus au fond à quel sein se vouer, en gros à partir de la fin des années 50. Et donc pendant 10 ans, le cinéma américain, les producteurs américains vont chercher des façons à la fois de ramener le public dans les salles et de contrer aussi évidemment l'influence de la télévision. Et ça sera une série, on pourrait dire, d'erreurs. Alors il y aura, on pourrait presque dire, la voie théâtrale dans les années 60. On se dit, tiens, un peu auteuriste. On adapte beaucoup de grands auteurs, mais le public se dépasse pas plus que ça. Il y aura le moment psychanalytique, à la fin des années 50, où d'un seul coup, on continue à faire des westerns, par exemple, mais on a introduit la psychanalyse dans l'Ouest. Le Gaucher d'Arthur Penn en 58 étant un des premiers films, un peu après Anthony Mann, qui a introduit cette idée-là. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais la télévision, c'est un petit carré noir et blanc à l'époque.
Donc comment faire pour contrer l'influence de la télévision? C'est proposer des films en Technicolor, en super cinémascope, et donc on va partir dans les années 60 vers des projets, sans mauvais jeu de mots, un peu pharaoniques, type Cléopâtre en 63 par exemple, et puis ensuite des films qui seront de plus en plus chers, avec souvent des stars un peu vieillissantes, et le problème c'est qu'au fur et à mesure que ces films se font, ils coûtent de plus en plus cher, le public vient de moins en moins, au fond ça ne m'intéresse plus du tout de voir ce genre de film-là, et à la fin des années 60, enfin au milieu fin des années 60, le cinéma américain, donc économiquement les studios vont très mal. Ils se disent finalement on n'a pas trouvé la formule magique pour arriver à ramener ces spectateurs-là. Pourquoi? Parce qu'il est évident que la génération de spectateurs qui va faire que le nouvel Hollywood va pouvoir s'installer et avoir du succès, c'est évidemment une nouvelle génération de jeunes spectateurs, qui est une génération qui a vu des films, donc c'est une génération qui est cinéphile. C'est très très important ça, exactement comme les cinéastes qui feront des films à l'époque. Martin Scorsese, Brian De Palma sont des gens qui font des films avec le souvenir du cinéma en tête, alors qu'auparavant c'est pas le cas. À partir des années 60, le cinéma devient conscient de lui-même, si vous voulez, cinéphile. Les spectateurs le sont aussi. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que c'est un public qui est beaucoup plus politisé. Les jeunes spectateurs, et ils ont l'impression que ce que propose Hollywood dans les années 60, c'est très très loin de ce qu'ils vivent toute la journée. La révolte pour les droits civiques, la guerre du Vietnam qui a commencé en 65, les assassinats politiques, une décennie extrêmement agitée des années 60 aux États-Unis, et que évidemment ce qu'ils voient à l'écran, ça correspond pas du tout évidemment à cette réalité-là. Et eux, c'est ce qu'ils veulent au fond, de façon informulée, c'est le désir qui est là, un peu latent, qui attend évidemment à éclore. Bon. Et donc, en 67, ça va être sans doute le moment du grand démarrage. Alors, il y a 2-3 films qui vont faire que le nouvel Hollywood va exister. Il y a évidemment Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Il y a un avant, un après Bonnie and Clyde dans l'histoire du cinéma américain. Pour la première fois, on a 2 personnages principaux qui sont plutôt du mauvais côté, en l'occurrence Bonnie Parker, Clyde Barrow, qui vont être traités comme des héros. C'est un film extraordinairement critique. La fameuse séquence de fin, le massacre final de Faye Dunaway et Warren Beatty à l'époque est conspué par la critique. Pour eux, c'est trop violent, c'est impossible de montrer autant de violence, évidemment. Et donc Bonnie and Clyde, à cause de son parti pris, on pourrait dire idéologique, à cause de la façon dont il va filmer, de la violence, et puis très inspiré aussi par les nouvelles vagues européennes. Il faut rappeler que François Truffaut avait décliné l'offre de réaliser Bonnie and Clyde, il n'avait pas voulu le faire. Finalement, c'est Arthur Penn qui le fera. Bonnie and Clyde va être une date extrêmement importante et surtout contraindre ce qu'on appelle à l'époque le code de production, le fameux code Hays, qui est une sorte de code de censure, si vous voulez, à faire machine arrière. Et donc, en 67, il y a à la fois Bonnie and Clyde qui sort évidemment, sans Bonnie and Clyde, il n'a pas de succès, mais c'est grâce à une critique américaine du New Yorker, qui s'appelle Pauline Kael, qui a en gros écrit un texte qu'on pourrait peu écrire aujourd'hui d'ailleurs dans les revues, en insultant le spectateur, en disant bande d'abrutis, quelle honte, vous ne savez pas aller voir ce film, c'est un chef-d'œuvre. Elle prend les lecteurs à partie à l'époque où la critique avait encore de l'influence, et finalement un peu piqué au vif, des salles de cinéma décident de reprojeter Bonnie and Clyde, et les spectateurs y vont, et là ça va être évidemment le succès qu'on sait. En 67, 68, ce moment très très clé, c'est aussi l'année de Face It de John Cassavetes, qui est un film qui va avoir une importance capitale, et puis de Rosemary's Baby de Roman Polanski, le deuxième film américain réalisé par le cinéaste polonais Roman Polanski après Le Bal des Vampires. Rosemary's Baby va avoir un succès aussi phénoménal, et on y reviendra au cours du cycle pour quelles raisons ce film a eu autant de succès. Et puis le lauréat. Alors le lauréat, en 2 mots, et on reviendra dessus un peu plus largement tout à l'heure. Le lauréat est adapté d'un roman, d'un homme qui s'appelle Charles Webb. C'est The Graduate en anglais. Et pourquoi moi j'ai choisi le lauréat? Parce qu'il me semble que c'est le film absolument parfait pour comprendre comment on est passé de l'ancien, pour qu'il y ait un nouvel Hollywood, il faut bien qu'il y ait un ancien. Comment est-ce qu'on passe de l'ancien Hollywood au nouveau? Et c'est exactement le film charnière. C'est-à-dire que vous allez voir Dustin Hoffman dans le film. C'est son premier grand rôle, même son premier rôle véritable au cinéma. Avant, il faisait du théâtre. Dustin Hoffman, il incarne au fond cette espèce d'incertitude de la jeunesse qui est convaincue qu'elle ne veut plus le modèle américain des années 50. Grosso modo, les parents de Dustin Hoffman dans le film. Alors, titre indicatif, les parents à l'origine de Dustin Hoffman devaient être joués par Ronald Reagan et Doris Day, ce qui en dit long sur le type de modèle que Mike Nichols, ce réalisateur, voulait donner. Et donc Dustin Hoffman, Benjamin Braddock, dans le film, il est coincé entre un modèle qu'on lui propose en gros de reconduire, le modèle d'American Way of Life des années 50, la réussite artificielle, la voiture, la petite maison, le boulot, etc. Et en même temps, il désire un ailleurs qu'il ne sait pas encore formuler. Et c'est ça qui est très très beau dans le lauréat, c'est qu'il sait ce qu'il ne veut plus, mais il ne sait pas encore ce qu'il veut. Et le film est l'apprentissage
et par moments presque, je dirais, l'apprentissage intime de ce désir-là. Il y aura après le lauréat des films où il s'agira de faire un apprentissage politique, si vous voulez. Là, vous verrez la façon dont la réalité américaine de la fin des années 60 est traitée, de façon extrêmement impressionniste, très très discrète. En 67, c'est pas encore le sujet. Mais c'est un film qui est très important, puisqu'on va basculer évidemment d'une époque à une autre. Alors vous avez esthétiquement aussi, évidemment, les chansons de Simon Garfunkel, à l'époque, c'est très rare d'avoir une bande-son qui est composée non pas par un compositeur de musique de film, mais par des chansons de l'univers pop qu'on va chercher, en l'occurrence Simon Garfunkel, Sound of Silence, Mrs. Robinson, Scarborough Fair, tout ça, évidemment, c'est des chansons qui existaient, sauf Mrs. Robinson, avant le film, et que Mike Nichols est allé prélever pour les mettre dans le lauréat. Et donc le lauréat, Benjamin Braddock, va rencontrer, vous allez voir, deux femmes. Une première, c'est une mère, Anne Bancroft, et la deuxième, évidemment, c'est une fille, Catherine Ross. Et je ne vous raconte pas l'histoire. Qui l'a déjà vu parmi vous, d'ailleurs, ce film? Ouais. Pas toujours, parfois je suis surpris. Bon. Et donc voilà, donc c'est à peu près, si vous voulez, l'idée évidemment du film. Alors soyez très attentifs à la séquence d'ouverture qui, pour la mise en scène, est géniale, sur l'enfermement du personnage. On y reviendra. Comment est-ce qu'on filme un personnage qui n'a qu'une envie, c'est d'échapper de l'endroit où il est. Comment échapper à cet endroit-là, c'est évidemment, vous allez voir le cadre, et comment ce personnage va s'affranchir à la fois de l'Amérique des années 50, du carcan familial, de l'ancien Hollywood. Et on pourrait dire qu'à la fin du lauréat, le nouvel Hollywood n'a plus qu'à arriver. Dernière chose avant, à l'origine, les producteurs n'avaient pas du tout pensé à Dustin Hoffman. Il n'est pas du tout dans les canons du jeune héros de l'époque. À l'époque, dans le roman, Benjamin Braddock est décrit comme un jeune homme qui est blond, les yeux bleus, qui est grand. C'est un surfeur, en gros. Évidemment, entre le surfeur et Dustin Hoffman, il y a un choc thermique qui est assez important. Et ils avaient pensé à des acteurs comme Robert Redford et beaucoup d'autres. Et finalement, c'est Dustin Hoffman qui emportera le morceau. C'est aussi important parce que ça montre à ce moment-là qu'il y a un nouveau type d'acteur qui arrive dans le cinéma américain. Ça, c'est très important. Dustin Hoffman, il n'est pas du tout dans les canons de ce qu'est le jeune premier de Montgomery Clift, mais même jusqu'à Warren Beatty, d'une certaine façon, à Hollywood. Vous allez le voir, il est complètement gauche, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas très beau, c'est l'anti-héros américain, presque physiquement, ce qui montre aussi qu'il y a une nouvelle génération après Dustin Hoffman qui va s'engouffrer, et des gens comme Pacino, des gens comme De Niro, des gens comme Gene Hackman, comme Elliot Gould étaient des acteurs, des stars, si vous voulez, impensables à voir dans le cinéma américain 3-4 ans auparavant. Voilà, bon, écoutez, bonne projection, et on se retrouve donc juste après pour parler du Nouvel Hollywood et du film. Moi, c'est un film que j'avais redécouvert quand je travaillais sur la période, en me disant mais c'est vraiment un film formidable, c'est vraiment un grand film, alors qu'on a tendance à le prendre un peu comme un objet un peu symptomatique d'une période, un peu datée, mais on a du mal que du point de vue même de l'histoire du cinéma, c'est un film qui est absolument remarquable. Enfin, je trouve que c'est un film qui a très 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 peu vieilli. Et ce qui n'est pas forcément le cas de tous les films, il faut le reconnaître évidemment, de la période. Mais dans ce cas-là, je trouve que en tout cas, c'est pas le cas. Je vous dis 2-3 petites choses avant qu'on échange. Si vous avez des questions à poser, Jean-Paul va se déplacer avec un micro. Enfin, cela dit, je ne sais même pas si on a besoin de micro. Donc ça fait plus sérieux, quoi. Et non, mais en fait, on aurait presque pu partir. Moi, ce que je trouve, c'est un film que je trouve très émouvant. En fait, moi, c'est un film que je peux revoir à l'infini pour quelques séquences, même la plupart des séquences, mais aussi pour le dernier plan du film. Enfin, pour les 2 derniers plans du film. C'est-à-dire le moment où effectivement Benjamin Braddock arrache Helen Robinson à cette espèce de mariage programmé dans une église, qui est filmé de façon à la fois satirique, parce que Benjamin Braddock en fait et le film d'ailleurs emprunte par moments des formes qui ne sont pas des formes on pourrait dire de la comédie dramatique. La séquence par exemple de la cérémonie on pourrait dire de retour de Benjamin Braddock après ses études au début, il y a des moments Mike Nichols le filme presque comme un film d'horreur du point de vue de Benjamin Braddock, qui est entouré par ces espèces de familles, de gens criards qui veulent le tripoter, etc. Il y a même d'ailleurs certains plans, là on ne peut pas faire d'arrêt sur image, qui sont des citations très très directes de films d'horreur, lorsque les mains sortent du cadre pour l'agripper alors qu'il veut s'échapper du cadre. Ça pourrait être des zombies, ça ne changerait absolument rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments où Mike Nichols se sert presque d'un type de filmage qui est celui du cinéma d'horreur, parce qu'il filme du point de vue de Benjamin Braddock, pour lequel cette espèce de masse d'invités, ce sentiment d'oppression, presque par moments totalement étouffant, presque claustro, c'est comme ça qu'il vit évidemment la situation dans laquelle il se trouve. Et puis la fin du film dans l'église,
qui est évidemment le contre-champ total de la première séquence du film. Cette fois, c'est plus lui qui a envie de sortir d'un cadre qui est trop étroit et étriqué. Cette fois, cette Amérique de l'ancien Hollywood, on pourrait dire des années 50, conservatrice, ouest, classe moyenne, cette Amérique-là est enfermée à son tour dans un cadre, et lui, il avait très très symboliquement une espèce de bar, c'est presque comme si on avait des vampires à l'intérieur. C'est que là on a toute une iconographie du cinéma d'horreur, c'est Vade Retro Satanas à ce moment-là. Il les enferme et lui peut s'en aller. Bon. Alors pourquoi je parle du dernier plan du film? Parce que on pourrait presque se dire qu'il y a deux façons de terminer le film. Enfin, il y avait deux façons de terminer le film. Soit de le boucler sur l'échappée du couple. Finalement, il a réussi. Alors, il a réussi beaucoup de choses, Benjamin Braddock, dans le film. D'ailleurs, on peut se poser les questions de cette espèce d'étape initiatique. Elle comporte beaucoup d'obstacles. Au début, il faut se décoincer. On lui propose d'être un petit peu moins rigide. Après, il faut qu'il se dépucelle, parce qu'on comprend évidemment très bien qu'il est puceau lorsqu'il va coucher pour la première fois avec Mrs. Robinson. Et puis après, il faut apprendre que celle pour laquelle il avait beaucoup de respect, voire qui sacralisait un peu à peu, elle commence à être désacralisée. Finalement, elle est accessible. On peut coucher avec elle. Donc, elle quitte un peu son espèce de statut un peu effrayant, un peu autoritaire, mythique, et à la fin c'est pire que ça évidemment, puisqu'elle non seulement elle est désacralisée, mais elle est quasi profanée même par l'histoire, puisqu'on apprend que c'est un personnage qui se transforme, et il est magnifique, le personnage de Anne Bancroft évidemment, qui devient à la fin une sorte de véritable sorcière, presque qui incarne de façon extrêmement rigide mais très triste en même temps, parce que dans le film chacun a ses raisons, qui tente que Benjamin Braddock ne se soit pas avec sa fille, pour des raisons dont on pourra reparler d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'elle refuse que Braddock soit avec sa fille? Et donc, on se rend compte qu'on aurait très pu considérer que c'est l'histoire, finalement, vue de loin, d'un personnage qui a envie de sortir d'un milieu dans lequel il étouffe un tout petit peu, qui s'affranchit de tout ça, et à la fin, formidable, c'est le vent de la liberté, on les voit courir dans les rues, elle en tenue de mariée, et lui, le contraire physique de ce qu'il était au début. Au début, c'est un robot. La première séquence du film, quand il est sur un tapis roulant, il est de profil, il ne bouge pas du tout. C'est une très très belle métaphore de cet homme qui est guidé, qui ne se déplace pas dans l'espace, mais qui est déplacé dans l'espace par un tapis roulant. C'est l'homme moderne robotisé, c'est-à-dire qu'il avance tout seul. Enfin, c'est même pas qu'il avance tout seul, c'est qu'il est très très littéralement sur une trajectoire qui est programmée. Sa vie, c'est un tapis roulant. Alors, pour lui, il y a deux solutions. Ou il reste sur le tapis roulant, qu'il reste avec il aura une trajectoire qui sera conforme à celle que veulent ses parents. Ou alors il sort du tapis roulant. Et tout le film, évidemment, c'est l'histoire d'un personnage qui a commencé sur un tapis roulant et à la fin qui court, et qui a réussi à s'affranchir de ça. C'est pour ça que la séquence d'ouverture, le plan d'ouverture qui est très très long d'ailleurs, il n'est pas trop long évidemment, c'est avec très très belle musique de Simon Garfunkel, mais il sert aussi à installer cette espèce de sentiment, on pourrait dire, d'immobilité en mouvement, quoi. C'est de paradoxe qui est très très drôle, c'est que la caméra le suit par une sorte de long travelling latéral, donc elle suit Benjamin Braddock, donc le fait que la caméra le suive donne le sentiment qu'à l'écran il ne bouge pas. Il ne bouge pas dans le cadre, il ne bouge jamais, il est toujours à la même place, sauf à la fin quand il s'en va pour laisser son ombre. Et en même temps, il se déplace. Donc c'est quoi un personnage qui se déplace sans jamais bouger? Ou c'est quoi ce paradoxe d'une espèce de mouvement immobile? Et c'est toute la métaphore, évidemment, de la première partie du film. Et donc à la fin, encore une fois, on aurait pu penser que le film se finisse de façon totalement solaire. Il a tout gagné, il s'en va, il court. Et là où je trouve le film est à la fois extrêmement fin, très subtil, et apporte une sorte de touche un peu en demi-teinte et prépare ce que va être le nouvel Hollywood, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est aussi qu'on se raconte une histoire du nouvel Hollywood et de son évolution, de l'euphorie du début au grand désenchantement quelques années plus tard. C'est que le film, il a cette conscience, plutôt cette espèce de préscience-là, si on veut. C'est le moment où évidemment ils rentrent dans le bus tous les deux. Voilà, alors le film aurait pu s'arrêter là, et en même temps le plan dure anormalement, exactement comme au début le film s'ouvrait par un plan qui durait un peu trop longtemps et qui nous contraignait à nous dire ce qu'on est en train de voir, c'est autre chose qu'un type qui sort de l'avion et qui va à l'aéroport. Il y a évidemment quelque chose d'autre dans cette séquence pour que tout le générique soit sur un seul plan, et là Mike Nichols nous contraint à réfléchir à ce plan, et on voit bien que le plan au bout d'un moment il devient une métaphore, il y a une espèce d'insistance sur le même cadrage, sur le même mouvement qui nous oblige nous, quand on est un peu réveillé,
à réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et la fin, c'est pareil. C'est que on pourrait dire que le plan dure anormalement. Alors, il ne dure pas anormalement en soi. Il dure anormalement par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. En se disant, bah, c'est bon, maintenant, ils sont tous les deux. Voilà, contre-champ, tous les plans du film, le bus s'en va, cut, générique, et c'est parti. Et là, on sent qu'évidemment, ça dure un peu trop. Et ce qui est très très beau, c'est quand on regarde le film, c'est l'évolution. Moi, pour moi, c'est un des grands plans de l'histoire du cinéma américain, l'avant-dernier plan du film, précisément d'ailleurs. C'est l'évolution, évidemment, des regards et des visages de Helen Robinson et de Benjamin Braddock. Au début, ils sont totalement sur la même longueur d'onde, tous les deux joyeux, euphoriques. Là, on peut dire que c'est l'image d'un couple qui va dans la même direction, hein, de la coïncidence, l'osmose parfaite. Et peu à peu, cette osmose-là, elle se brise. Mais ce qui est génial, c'est que Mike Nichols nous montre une osmose qui se brise alors que le couple n'en a pas encore conscience. Autrement dit, la mise en scène, elle a de l'avance là sur l'histoire et les personnages. Et là, le visage de Benjamin Braddock, de Dustin Hoffman, peu à peu s'assombrit. Hein. Son sourire disparaît. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il repart. Alors là, il faut avoir un peu le film en tête, mais on voit qu'il retrouve à ce moment-là à peu près l'expression qu'il avait dans le tout premier plan du film. C'est-à-dire qu'au début du film, il est absent à lui-même, hein, il regarde sur les côtés alors que tous les gens dans l'avion regardent ailleurs. On voit que c'est déjà l'histoire d'un individu qui n'est pas, mais littéralement raccord avec le monde dans lequel il habite. Il est là, présent, son corps est là, mais lui n'est pas là. C'est comme au moment où il descend les escaliers, puis la caméra s'attarde sur une espèce de clown. Hein, voilà le rôle qu'il va jouer au milieu des invités, c'est ce clown-là. Et à la toute fin du film, évidemment, Mike Nichols décide de reciter, de faire écho à ce plan d'ouverture. Oui, mais alors finalement, il est libre, il a la femme qu'il veut, il a à peu près, il devrait être totalement épanoui. Et en même temps, il y a une forme d'aliénation, hein, d'échec, de nouveaux, on pourrait dire, désaccords qui est en train de s'introduire dans le plan à ce moment-là. Alors c'est très très beau parce que évidemment, non seulement ça remet presque Dustin Hoffman, on sent qu'il revient presque à zéro, dans un monde différent, qu'évidemment, il s'agira plus cette fois de combattre une famille un peu conservatrice, il y a une autre forme d'incommunicabilité, comme on disait à l'époque, qui est en train de s'introduire à l'intérieur du plan et du couple. Hein, ce que ce film à ce moment-là, Mike Nichols, c'est un couple qui est déjà en train de se détruire alors qu'il n'a même pas commencé à exister. Moi, j'adore, je trouve ça c'est extrêmement beau. Et cette espèce de voile mélancolique qui tombe sur le visage de Benjamin Braddock, il pose à mon avis la question centrale que se poseront beaucoup, mais de toute façon attention, hein, ça ne clignote pas à l'écran, hein, en tout cas qui va travailler beaucoup de films américains de la période, qui est de se dire finalement, on a fait tout ça, la libération, l'opposition aux valeurs dominantes, l'opposition à un modèle parental, sociétal qu'on ne veut plus, etc., etc. Mais pourquoi faire ? Et avec cette question, la fin, ce dernier plan du film, c'est un doute. C'est est-ce qu'on est si sûr que ça valait le coup de faire tout ça ? Est-ce qu'on est si sûr qu'au bout du trajet du bus, ça sera si bien que ça ? Hein ? Et ce doute, le simple fait qu'il y ait un doute suffit à en faire une espèce de plan et une séquence mélancolique qui est en fait en soi assez terrible. Parce qu'alors qu'ils sont à peine en train de s'échapper, il y a déjà un doute sur finalement le sens de cette échappée-là. Hein. Et ça, pour moi, c'est très très beau. Alors, si vous connaissez un tout petit peu les films de la période, vous savez que 2 ans plus tard, même pas un an et demi plus tard, Dennis Hopper et Peter Fonda vont tourner ensemble dans un film. C'est Dennis Hopper qui réalise, qui s'appelle Easy Rider. Easy Rider, on pourrait dire que autant le lauréat, Rosemary's Baby, ce sont les prémices, Bonnie and Clyde, du nouvel Hollywood. Hein, c'est là que les murs commencent à trembler. Après Easy Rider, tout s'écroule pour l'ancienne Hollywood. Easy Rider, c'est véritablement le film qui va donner le grand coup d'envoi. D'ailleurs, on ne le projette pas, ça nous semblait tellement évident, mais c'est le film qui va donner le coup d'envoi du nouvel Hollywood pour plein de raisons auxquelles on reviendra peut-être au cours de l'année. C'est vraiment ce film-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Easy Rider, vous l'avez tous vu, Easy Rider ? Non ?
Bah, vous pouvez le voir, enfin il est relativement disponible, hein, qui raconte l'histoire de deux personnages, deux jeunes un peu hippies, joués par Peter Fonda et Dennis Hopper, qui après un espèce de deal de drogue sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles, prennent la route tous les deux avec leur Harley Davidson et vont tracer, hein, vont faire le grand trajet, si vous voulez, en gros de Los Angeles à la Louisiane, c'est là qu'ils veulent aller. Bon. Autrement dit, ils vont faire un trajet ouest-est, qui est évidemment le contraire du trajet de la conquête de l'Ouest, et ils vont notamment introduire une forme qui aura un succès énorme dans le cinéma américain de cette époque-là, ça va être ce qu'on appellera le road movie, hein, le fameux road movie. Le road movie, il est vieux comme l'histoire du cinéma américain, si ce n'est qu'il s'appelait plutôt le western à une époque. Il y en a eu beaucoup des road movies, Les raisins de la colère de John Ford, évidemment c'était un road movie. New York Miami de Frank Capra, c'est un road movie. Les voyages de Sullivan de Preston Sturges, c'est un road movie. L'idée, enfin le road movie, c'est une des grandes formes du cinéma américain. Évidemment, à l'époque, on n'appelait pas ça des road movies. C'est l'histoire d'un road movie étant en gros se définissant par, on pourrait presque dire, une histoire qui se développe à partir d'un déplacement dans l'espace. Hein, je vais d'un point A à un point B, et en gros, voilà, c'est un road movie. Ça, c'est au niveau du scénario. D'un point de vue plus métaphysique, le road movie, c'est finalement, c'est toujours partir d'un côté à la recherche de soi-même. C'est un genre identitaire, le road movie. On se dit qu'au bout de la route, j'en saurai un peu plus sur moi qu'au début. Et puis c'est aussi un genre politique, parce que c'est ce qui permet de relire l'histoire de l'Amérique. C'est-à-dire que repartir dans l'espace américain, c'est repartir sur les routes de l'Amérique et son histoire. Et ça, je vous en parlerai à propos d'autres films, évidemment. Alors pourquoi je vous parle d'Easy Rider ? Parce que, si vous voulez, c'est assez drôle de se dire, un peu comme dans les cadavres exquis, si vous voulez, qu'il y a par moments des fins de films qui préparent des débuts d'autres. Et il y a comme ça des histoires du cinéma qui sont assez drôles. Et en l'occurrence, on peut se dire que la toute fin du lauréat, c'est évidemment un début de road movie qui n'a pas lieu. Hein, c'est enfin le moment où ces deux personnages vont prendre la route. Bon. On aurait très bien pu imaginer un lauréat 2. Au fond, vous voyez ce que je veux dire. Lauréat 2, c'est quoi ? C'est Dustin Hoffman et Katharine Ross qui décident en gros de prendre la route, et le film, ce n'est que la route, hein, le trajet en bus, en voiture, en moto, enfin peu importe, de ces deux personnages-là. Et là, on aurait été dans le nouvel Hollywood absolument, alors que là, on est encore à la charnière. On sent que c'est un film qui est constamment en train de mettre en évidence l'avant et l'après, l'ancien et le nouveau, ce que je quitte et ce que je récupère. Et comme il est toujours à la charnière de ça, il est évidemment passionnant. Hein. Easy Rider, plus du tout. Easy Rider, on a fait totalement le deuil de l'ancien Hollywood, et là pour le coup on est en plein dans la contre-culture américaine. Mais en même temps, on peut se dire que la fin du lauréat, hein, au fond, ça anticipe le début d'Easy Rider. Et moi j'ai toujours pensé que Dennis Hopper dans Easy Rider, c'est le grand frère de Benjamin Braddock, si vous voulez. Il y a eu Easy Rider parce qu'il y a eu un type comme Benjamin Braddock qui a fait le boulot avant. C'est quelqu'un qui justement était encore dans cette espèce de modèle-là dans les années 50, qui a fait tout ce travail pour arriver à s'affranchir, à sortir et à tenter d'épouser un autre type de valeur. Là on ne le sait pas évidemment, hein, on ne le sait pas encore dans le lauréat. On sait parfaitement ce qu'il a quitté, ce qui lui a fait horreur, encore une fois ce dont il ne veut plus, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et Easy Rider, c'est presque une espèce de suite, hein, très étrange si vous voulez du lauréat. En tout cas ça utilise ça reprend la ligne si vous voulez, interrompu à la fin du lauréat. Et je dis ça parce que il y a un paradoxe qu'il faut que je vous dise tout de suite, parce que ça c'est quelque chose qui sera dès la prochaine fois John McCabe, et puis c'est que le nouvel Hollywood, les films américains de cette période-là, il y a mille raisons qui expliquent leur beauté. Hein. Pourquoi c'est l'âge d'or, enfin pour moi c'est l'âge d'or du cinéma américain. C'est que ils se fondent sur un paradoxe, voire un malentendu. Pour faire court, parce que il faut qu'on échange, c'est que si vous voulez, si vous comparez l'histoire du cinéma avec celle de la littérature ou du rock, hein, c'est très important la question de l'histoire de la protest song et du rock par rapport au cinéma, évidemment, parce qu'il y a eu des allers-retours, il y a eu des cinéastes qui ont filmé des concerts de rock, des chanteurs ou des musiciens qui ont tourné des films, hein, de Gimme Shelter, Jimi Hendrix, Bob Dylan, tout ça, l'histoire du cinéma américain, elle se mêle avec l'histoire du rock américain, évidemment, à cette époque-là, en tout cas. Et c'est que on pourrait presque dire que le cinéma américain des années 70, il a une histoire qui vient d'abord évidemment du mouvement beatnik, la fameuse contre-culture qui va prendre les rênes, hein, d'Hollywood dans les années 70. On pourrait dire que le rock, lui, a fait sa révolution au moment de la contre-culture. C'est-à-dire que la contre-culture, ce sont évidemment, on pourrait presque dire les années 60, mais avant 67-68. 67, le fameux Summer of Love, c'est le dernier moment où les gens croient
que les idéaux contre-culturels peuvent l'emporter. C'est très très important ça. C'est parce que dans l'esprit de l'Amérique de l'époque, jusqu'en 67, il y a vraiment cette croyance que la contre-culture, les valeurs de la contre-culture, la protest-song, les utopies communautaires, enfin tout ce qui a formé le terreau de la contre-culture issu des beatniks, de Kerouac, pour faire court si vous voulez, c'est quelque chose qui est possible et qui peut l'emporter. Or, à partir de la fin des années 60, tout ça s'est foutu. Alors pour plein de raisons, sur lesquelles on reviendra, évidemment d'essoufflement des mouvements contestataires, la radicalisation des Black Panthers, la guerre du Vietnam. En 67, les Américains sont convaincus qu'ils vont gagner la guerre. En 69, ils sont majoritaires à penser qu'ils ne la gagneront pas. Tout ça pour dire qu'au tournant 68-69, l'état d'esprit américain à l'égard des changements que cette génération-là a prônés a totalement changé. Or le lauréat, ce qui est assez beau, c'est qu'il appartient encore à l'extrême pointe de cette idée que la contre-culture, ça va marcher. Autrement dit, il y a encore de l'euphorie. Si vous voulez, l'année 67, c'est l'année de l'euphorie du cinéma américain des années 70, grosso modo. Parce qu'ils y croient encore. Ils pensent que le cinéma, à son tour, va pouvoir réaliser le rêve de la contre-culture. 1 an et demi plus tard, c'est mort. C'est pour ça que le lauréat a la prescience de ça, avec cette espèce de voile un peu noir qui tombe sur le personnage de Dustin Hoffman. Et c'est pour ça aussi que lorsque Dennis Hopper, Peter Fonda réalise Easy Rider 1 an et demi plus tard, le film s'achève par 2 séquences, pour ceux qui l'ont vu, terribles. La première, évidemment, c'est la séquence du feu de camp, lorsque Dennis Hopper dit à Peter Fonda dit à Dennis Hopper, ouais mais finalement on a fait toute cette route, etc. We blew it, phrase très célèbre du cinéma américain, on a tout foutu en l'air, et phrase improvisée au moment du tournage, et Dennis Hopper lui dit mais je comprends pas ce que tu veux dire, on a tout foutu en l'air, et Peter Fonda ne cesse de répéter we blew it. Le we blew it, c'est évidemment la contre-culture. On a tout foutu en l'air. Easy Rider, c'est un film qui à la fois célèbre la contre-culture dans sa première partie, voilà, l'espace américain, la redécouverte de l'espace américain, traverser cet espace-là, aller à la rencontre d'un nouveau peuple américain, etc., etc. Donc c'est vraiment, le premier versant d'Easy Rider est très positif, et la seconde partie, là c'est la gueule de bois de la première partie, si vous voulez, qui s'achève par cette phrase-là, et par le moment où ces 2 hippies sont tirés comme des lapins par des rednecks qui croisent sur la route, qui sortent à ce moment-là un fusil à pompe et disent pourquoi ce type-là ont des cheveux longs, ils traversent le Texas à ce moment-là, qui est pas un état hyper accueillant, et ils se font tirer comme des lapins, ils meurent, tout le monde s'en fout, ils disparaissent. Bon. Ce qui veut dire que Easy Rider, on a souvent dit d'Easy Rider, c'est vraiment le film typique de la contre-culture. Effectivement, il l'est. En même temps, c'est un film qui enregistre déjà le deuil de cette contre-culture-là. Et ça, c'est très important parce que tous les films américains de la période, et on verra au fil des décennies, parce qu'en plus la programmation, elle suit à peu près, d'ailleurs, il faudra vérifier chronologiquement, finalement, le Macabre, on est 2 ans plus, voilà, on sera en 72, et puis après on va avancer comme ça au fil des décennies pour arriver jusqu'à l'âge au bout de l'enfer en 78. On va voir combien au fil des années, finalement, l'humeur, elle change. Et combien ce qui était de l'ordre de l'euphorie va peu à peu virer au désenchantement et ensuite à la catastrophe. Et les 3 grands mouvements du cinéma américain des années 70, c'est ça. C'est d'abord l'euphorie, on pourrait dire que le lauréat participe un petit peu de ça si vous voulez, et puis le désenchantement, il y aura des grands cinéastes de ça, dont Robert Altman, ou John McCabe, Le Privé Nashville, c'est des grands films de désenchantement, et puis il y aura ceux de la catastrophe. Et Michael Cimino, La Vage au bout de l'enfer, est un des films de la catastrophe si vous voulez. Bon bref, donc c'est important parce que les années 70, c'est pas une période homogène. C'est pas, on se réveille un matin, on fait des films du Nouvel Hollywood, tout le monde, et puis 13 ans plus tard, on se réveille, on arrête de les faire. Non, le cinéma des années 70, sa beauté, son paradoxe, c'est qu'il est mort avant même d'avoir commencé. C'est vrai qu'on a toujours, on aura dans tous les films de la période une espèce de double mouvement permanent. Et ça, tous les films que vous pouvez voir, Midnight Cowboy, Scarecrow, L'Épouvantail, enfin, il y a évidemment des dizaines de films, ils sont toujours pris entre 2 mouvements. C'est-à-dire d'un côté, une espèce d'euphorie de libération des formes, des mœurs, la politique qui s'invite dans les plans, la forme qui est totalement nouvelle, qui emprunte aux nouvelles vagues, etc. Donc c'est un cinéma qui est très très stimulant, qui est très libéré, parfois libertaire, et en même temps la conscience toujours extrêmement profonde qu'au fond, on a commencé, mais trop tard. On arrive trop tard. Et évidemment, c'est tout le drame du cinéma américain des années 70, c'est que la contre-culture est arrivée trop tard au cinéma. Et pendant 10 ans, les années 70, ce cinéma américain-là, c'est une grande histoire de cet échec-là pendant 13 ans. C'est pour ça que c'est un cinéma qui est, on dit, en demi-teinte, que c'est rare de trouver des films de cette période-là, hormis quelques hommages de temps en temps à des films burlesques ou autres, c'est rare de trouver des films qui soient des films totalement euphoriques ou joyeux. C'est des films qui sont toujours
la mélancolie et le voile qui les recouvre tous. Tous. Alors parfois de façon totalement dramatique, comme à la fin de l'Épouvantail de Jerry Schatzberg, lorsque Pacino devient fou parce qu'il peut voir son fils, enfin bon bref. Vous pouvez après avoir en tête les différents films. Mais c'est important parce que je pense que cette espèce d'humeur-là, on va la retrouver à peu près dans tous les films, évidemment, qu'on va voir. Hein. Cette idée que voilà, le nouvel Hollywood arrive, mais quand il arrive, c'est trop tard pour célébrer les raisons pour lesquelles il est là. Et ce paradoxe, il est évidemment totalement fascinant. On verra au cours du cycle Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui est un film qui réalise en 74. 74 dans l'histoire du cinéma américain, on n'est plus du tout en 68-69. Et là, on est dans le moment de la toute fin du guerre du Vietnam, de l'après Watergate. Et le Phantom of the Paradise, c'est un film qui théorise ça exactement, qui nous dit mais qu'est devenue la contre-culture précisément? Que sont devenues les énergies contestataires du nouvel Hollywood? Et on en parlera, vous allez voir le constat extrêmement dur que Brian De Palma dresse sur ce devenir-là. C'est pour ça, si vous voulez, que quand on parle du cinéma américain de l'époque, il faut bien voir que d'abord cette humeur, elle est absolument permanente, que tout ça se découpe en 2-3 moments, à mon avis, très importants, et que surtout, mais ça c'est toujours vrai dans l'histoire du cinéma américain, c'est que c'est une histoire qui est totalement infusée par l'histoire de l'Amérique elle-même. Je ne connais pas de cinéma au monde qui soit autant des documentaires sur l'Amérique que le cinéma américain. C'est-à-dire que, et inversement, quand on ne connaît pas l'histoire de l'Amérique, on ne comprend rien au cinéma américain. C'est-à-dire que voir les films de Nouvelle Hollywood, si vous voulez, c'est comme un peu comme voir je sais pas, même des choses issues de la culture pop absolument passionnantes. Vous regardez là, le cycle de la Planète des singes. La Planète des singes, c'est 68-73. Vous avez une histoire du mouvement des droits civiques. En faisant un tout effort intellectuel, les orang-outans, les gorilles, etc. Vous utilisez la métaphore, et c'est probablement les documentaires les plus rigoureux sur l'évolution des Black Panthers. C'est la Planète des singes. C'est la force du cinéma américain, c'est évidemment l'intelligence adossée à la culture pop en permanence. Hein, cette idée que ce sont des films qui sont toujours sous une forme qui a toujours l'air d'être une forme petite, le genre. C'est vrai qu'en France, nous, on a tendance à mépriser un peu le genre, le fantastique, le western un peu pas, un peu moins, parce que le surmoi nous dit que John Ford est un grand cinéaste. Donc on se dit, ouais bon. Mais c'est vrai que le genre, en France, on a du mal à être considéré. Or, le cinéma américain est historiquement un cinéma de genre. Pour des raisons économiques, de studios, les studios découpaient par genre des catégories. Je veux dire, il y avait les polars plutôt sociaux de la Warner, les comédies musicales de la MGM, et encore les comédies musicales en fonction des studios n'avaient pas les mêmes couleurs. Le cinéma américain a toujours été un cinéma qui s'est construit à partir du genre. Des stars, des acteurs, des réalisateurs, des techniciens, des chefs, des décorateurs, chacun travaillait à l'intérieur d'un genre. Bon. Ce qui fait que le genre, au fond, c'est pas inintéressant, mais c'est pas le bon moyen d'attaquer le cinéma américain. Hein, pas du tout. Bon. Je dis ça parce que en voyant l'évolution évidemment de tous ces films-là, vous avez encore une fois une très très bonne image de ce que sera évidemment l'Amérique et ce qu'a été l'Amérique. Or, comme le cinéma américain est extrêmement réactif aux événements de sa propre histoire, hein, ça c'est quelque chose qui est toujours très frappant. Il y avait un critique américain qui écrivait par exemple la guerre du Vietnam 65-75, avec le grand tournant qui est 69. Hein, il y a 2-3 grands tournants, mais disons l'offensive du Tet, c'est un grand tournant parce que c'est ce qui démoralise l'Amérique et qui fait que la majorité des gens croient que c'est le bourbier, enfin, le fameux merdier dont on parlait à l'époque. Le massacre de My Lai, perpétré en 68, révélé, c'est une sorte d'escouade menée par le lieutenant Calais à l'époque, qui pour se venger en gros d'Américains morts a décidé de faire une descente sur un village où tous les Vietcong avaient disparu, massacrant femmes et enfants, napalm, etc. Le massacre de My Lai, c'est un des événements, images et histoire les plus importants de l'histoire de l'Amérique de l'époque. Hein, très important, lorsque le reportage photographique paraît dans Life, c'est quelque chose qui a un impact phénoménal. Et lorsque Sam Peckinpah, un des plus grands cinéastes de la période, tourne La Horde sauvage par exemple, il explique très très bien que le final de La Horde sauvage n'est qu'une remise en image des photos du massacre de My Lai. Donc derrière tout ça, il y a toujours l'histoire de l'Amérique qui est là. Et ça, on pourrait citer un nombre d'exemples infini de l'affaire du Watergate à l'assassinat de Kennedy, qui est une des grandes clés pour comprendre tout le cinéma américain de 63 à 80. C'est l'assassinat de Kennedy, c'est sa grande obsession, c'est ça. Par exemple, lorsque, à la fin de Bonnie and Clyde, pour ceux qui s'en souviennent, le fameux massacre dont on parlait tout à l'heure, dans lequel Faye Dunaway et Warren Beatty sont pris en embuscade et mitraillés par cette espèce de Texas Ranger, Arthur Penn avait tenu, lors de cette séquence qui est filmée au ralenti, qui est très graphique, qui est très sanglante, une grande nouveauté évidemment à l'époque, avait tenu à ce qu'un bout de crâne de Warren Beatty s'échappe
hein, à l'image. Et quand vous regardez le film, vous voyez qu'il y a un bout de crâne de Warren Beatty qui s'échappe sous l'impact des balles. Bon. Et pourquoi Arthur Penn avait tenu à ça? Tout simplement comme écho au fameux bout de crâne qui avait giclé de la tête de JFK au moment de son assassinat le 22 novembre 1963, le fameux bout de crâne que Jackie Kennedy part rechercher sur la voiture. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon. Arthur Penn a été le conseiller technique de JFK. C'est lui qui a filmé Kennedy pendant les débats, notamment avec Nixon en 1961, etc. Un grand ami de la famille Kennedy, donc il a été ami avec JFK, mort, ami avec Robert Kennedy, 68, mort, assassiné aussi à Los Angeles. Autrement dit, lorsqu'on voit Bonnie and Clyde, on peut se dire formidable film de genre, type gangster movie, si vous voulez. Grand film sur la question de la pauvreté, de la dépression, qui dialogue avec les raisons de la colère. C'est vrai, la grande référence de Bonnie and Clyde sur les raisons de la colère. Hein. Et puis on peut aussi le voir comme un commentaire par l'image de l'assassinat Kennedy qui à l'époque n'est pas résolu. Hein. Évidemment, d'où un grand film politique aussi. Et tout le cinéma américain, c'est ça en permanence. C'est-à-dire que y a toujours derrière, le genre étant en gros presque ce qui permet au public d'aller voir des films. C'est la dimension presque un peu ce qu'on va reconnaître, le principe de ce qu'on appelle la littérature populaire. Hein, c'est l'effet de reconnaissance on va voir un western, donc on attend la chevauchée, le duel dans la rue, dans la Main Street, ces choses-là. Bon, mais une fois que ça a lieu, hein, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui arrive évidemment derrière, tout ce que permet le genre précisément. Hein. Et ça, c'est quelque chose dont on parlera très très souvent, parce qu'on va voir que l'évolution du cinéma américain au cours des années 70, en gros jusqu'à la fin des années 70, elle est totalement liée à l'évolution de l'histoire de l'Amérique. Hein, totalement. Enfin, les fameux grands films, si vous voulez, ce qu'on appelait le cinéma paranoïaque, je ne sais pas si on en passe, si, Parallax View. Alors, Parallax View, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la période, s'appelle À cause de l'assassinat, en français, un film d'Alan Pakula avec Warren Beatty justement. Ça, ce sont des films qui sont réalisés dans l'après Watergate, pas uniquement, parce que dans un moment où l'Amérique doute de ses institutions, doute de l'idée d'un pouvoir central, etc. Et ce sont des films qui sont des commentaires très directs de ça. Donc je vous dis ça parce que très souvent, ça m'arrivera de faire des allers-retours entre les films et l'histoire de l'Amérique, parce qu'on ne peut pas comprendre les uns sans avoir la connaissance de l'autre. C'est absolument impossible. Hein. Donc ça, je vous dis ça parce que c'est quelque chose d'évidemment de super important. Alors, voilà, donc je vous disais, ce paradoxe, donc là on était parti du lauréat, donc on est allé loin, mais on va faire ça souvent. Le paradoxe, évidemment, tout l'intérêt pour moi du lauréat, c'est que c'est justement un film qui est très à l'heure de son époque. Alors ça me fait penser à cette phrase de Serge Danet, le critique Serge Danet, qui disait, un jour il avait écrit un texte sur le bon abrité et le truand de Sergio Leone, de 66, et il disait, Leone finalement, ce qui est formidable avec Leone, c'est que c'est un cinéaste, Leone, génie absolu évidemment, ce qui est génial avec Leone, c'est qu'il est en avance sur son temps, voyant évidemment le bon abrité et le truand, virgule, ça veut dire qu'il est à l'heure. Bon. Et c'est ça être à l'heure, c'est-à-dire que l'avance c'est être à l'heure. Et ça, c'est quelque chose dont on parlera souvent, parce qu'il y a quelque chose, quand on parle de l'histoire du cinéma, et ça, c'est pas quelque chose qui concerne évidemment l'histoire du cinéma américain, c'est qu'il faut jamais qu'on confonde l'histoire chronologique, si vous voulez, et puis l'histoire des formes. C'est pas parce qu'un film est réalisé en 72 que c'est un film américain des années 70. C'est pas parce qu'un film est réalisé en 80 que c'est un film des années 80. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'histoire des formes. De comment est-ce qu'on date la forme du film. La plupart des films aujourd'hui qui sortent, américains, français, sont des films qui sont des années 50. Et pourtant, ils sont réalisés en 2012. Hein, là, vous regardez les comédies françaises qui sortent, ce sont des comédies académiques standards des années 40. Et donc c'est ça on a aujourd'hui beaucoup de films des années 40 qui sont faits. Et inversement, il y a des films qui sont faits dans les années 60-70 qui sont, je dirais pas en avance, parce qu'il y en a quelques. Le problème, c'est pas le cinéma n'est pas là pour être un prophète. Il n'a pas fonction, mais plutôt ils sont à l'heure. Être à l'heure, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est sentir la pulsation d'une époque. C'est ce qu'Agamben appelait la dimension contemporaine. Hein. C'est sentir l'espèce de faisceau des ténèbres qui traversent une époque et que le seul l'art est capable de retranscrire. Et je pense que les films dont on va parler, ce sont pas des films des années 70, mais ils sont réalisés dans les années 70. Par exemple, il n'y a pas Spielberg. Parce que Spielberg, c'est un cinéaste qui réalise bien, d'un point de vue de l'état civil des films des années 70, mais ce n'est pas un cinéaste américain des années 70. Spielberg, c'est un cinéaste du cinéma américain des années 80, si vous voulez. Donc, il fait les formes du cinéma de Spielberg
qui sont une sorte de dépoussiérage, de relecture des formes des années 40 et des sérioles des années 40, remise au goût du jour, ironique et méta des années 80. C'est ça les années 80. Donc Spielberg, quand il fait Jaws, Les Dents de la Mer, c'est pas un film des années 70. Hein, et pourtant, il est réalisé en 75. C'est déjà un film des années 80. Le retour du blanc et du noir, le retour du binaire, la punition au début. Le film s'ouvre avec des gens qui se préparent à coucher ensemble, qui fument un joint. Tout de suite, un requin va les bouffer, évidemment. Hein. Donc ça, on est très 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 loin de ce que c'est que l'histoire du cinéma des années 70 à ce moment-là. Et pourtant, c'est un film de 75. Et puis, il y aurait un autre exemple qui serait un cinéaste comme, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Peter Bogdanovich, l'homme qui a fait La Dernière Séance, la Picture Show, qui a fait What's Up Doc, qui a fait La Cible, hein, qui a fait Daisy Miller. Ce sont des films formidables. Bogdanovich, c'est presque le cas d'école inverse à celui de Spielberg. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lui arrive avec le nouvel Hollywood, comme tous ces gens-là. Il est de cette génération-là. Il commence à réaliser son premier film en 68, donc il est totalement synchrone avec le nouvel Hollywood. Il va tourner pendant cette période-là. Et pourtant, il a la tête, ou plutôt le regard, dans le rétroviseur du grand cinéma hollywoodien classique, en gros des années 40-50. Et c'est assez beau d'ailleurs, parce que dans un de ses premiers films, qui s'appelle La Cible, un film extraordinaire, qui confondent deux formes de violence, la violence un peu gothique du genre incarné par un personnage joué par Boris Karloff, c'est un de ses tout derniers rôles, et face à lui la violence de Whitman et du Vietnam, c'est-à-dire totalement hasardeuse, psychopathe, le fameux sniper qui vont terroriser une partie de l'Amérique des années 60, et ils confondent ces deux violences-là. Et c'est un très très beau film aussi charnière, La Cible de Bogdanovich, un peu comme Le Lauréat, sur un autre terrain. Et Boris Karloff, il y a une séquence où il se retrouve dans une chambre d'hôtel. Il doit venir présenter un espèce de film d'horreur, Le Corbeau. Il en a marre de tout ça. Il sait que cette horreur des années 40, 50, 60 n'est plus du tout, on pourrait dire, efficace, utile, ou le bon miroir de la violence du Vietnam. C'est totalement anachronique et ridicule. Puis un jour, il est dans une chambre d'hôtel. Il y a une télévision devant lui. Et la télévision projette un film qui s'appelle Criminal Code de Howard Hawks. Vous avez vu un film de 31, un film très connu. Et Boris Karloff joue dans ce film le rôle d'un détenu, hein, dans le film de Hawks. Et il est assis, en plus à l'époque il était malade, il a les genoux déformés, il est fatigué. Et là il y a un plan sur son visage et on le voit déprimé. Il y a Bogdanovich qui joue un rôle dans le film, qui rentre dans la chambre d'hôtel et lui dit mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Karloff, etc. etc. Et l'autre le regarde et lui dit, regardant le film de Howard Hawks, il lui dit c'est terrible, tous les bons films ont déjà été faits. Et donc ça c'est intéressant d'un cinéaste qui en 68 arrive, fait son premier film, et voilà ce qu'il pense. Mais il le pense très littéralement. Et donc tout le cinéma de Bogdanovich, c'est un cinéma qui va tenter de retrouver la magie du cinéma hollywoodien classique. Alors que la plupart des cinéastes, que ce soit les Scorsese, Altman, Ashby, Friedkin, Sarafian, Penn, Frankenheimer, tous ces gens-là, c'est pas ça le problème. Alors, c'en est un autre, mais c'est pas de retrouver la magie. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour reprendre la ligne du cinéma tout en tenant compte du fait que tout a changé. L'époque, les formes, etc. Bogdanovich, lui, il aurait adoré faire les premiers films dans les années 50. Donc on voit bien qu'un cinéaste comme Bogdanovich, qui est toujours mis dans les cinéastes du Nouvel Hollywood, du point de vue de l'histoire des formes, qui est la plus importante, travaille dans les années 50. Et un cinéaste comme Spielberg, lui pareil, si ce n'est qu'il a déjà un pied dans les années 80. D'où le fait que Spielberg, évidemment, sera un des 2-3 cinéastes totalement emblématiques, comme George Lucas dans le post-Star Wars, totalement emblématiques des années, évidemment, 80. Alors c'est pour ça, après, qu'il faut toujours avoir ça en tête et se dire une dernière chose, enfin peut-être une dernière, mais en tout cas là, c'est que on se rend compte que, par exemple, en 69, lorsque Dennis Hopper et Peter Fonda et Easy Rider, qui est le même moment, on a en même temps grosso modo 2001 de Kubrick, L'Art sauvage de Peckinpah, en un an, le cinéma américain, moi je sais une fois une discussion avec George Romero, qui me disait, celui qui a fait tous les films de zombies, et il me disait, en 69, il s'est écoulé 10 ans dans l'histoire du cinéma américain. Hein. C'est pour ça qu'il va être par moments un tout petit peu pointilleux, voire chiant. Un film de 67, c'est pas un film de 69. Et un film de 69, c'est pas un film de 71. Ça n'a aucun rapport. Il y a des périodes où en 4-5 ans, rien ne change. 2003, 2006, dans l'histoire du cinéma américain, il ne se passe pas grand-chose. En gros, c'est du post-11 septembre. Pas bon. Alors que dans l'histoire de l'Amérique, 76-71, c'est plus la même Amérique en 4 ans. Hein. Un film de 69, c'est pas un film de 72. Alors, je ne vais pas vous paraître un peu psychomaniaque là-dessus, mais c'est très important. Hein, c'est pas du tout le même type de film. C'est-à-dire qu'il y a des films, quand on les voit, on peut pas faire d'erreur de datage.
Hein, qu'on connaît un peu l'histoire de l'Amérique, ça c'est pas un film de 73, c'est pas un film de 67, ça c'est hyper important. C'est pour ça que le nouvel Hollywood, ce qui est fascinant, c'est que non seulement on va avoir une nouvelle génération d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs, de techniciens qui d'un seul coup vont prendre en main les rênes d'Hollywood, véritablement, selon une règle extrêmement simple, c'est que tant que ça marche économiquement, on vous laisse les cartes. Easy Rider, pourquoi c'était si important? C'est parce que quand les deux vont voir ils ont un producteur, mais ce producteur va chercher un gros studio pour distribuer le film. Personne ne croit à Easy Rider. L'histoire de deux types qui sont sales, qui sont pas rasés, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. À la fin, ils se font tuer, on ne comprend pas pourquoi. Ils filment de la drogue, ils couchent à plusieurs dans des rivières. Pour eux, c'est l'anti-film absolu, enfin l'anti-cinéma hollywoodien classique. Bon. Et comme le film ne coûte pas cher du tout, ils disent pourquoi pas, allons-y, on verra. De toute façon, comme rien ne marche aujourd'hui, essayons ça. En gros, c'est ça. Et le film fait évidemment un carton intégral. À partir de là, et Denis Hopper le dira, à partir de là, il suffisait d'arriver dans le bureau d'un studio, d'un exécutif, enfin d'un producteur de studio avec les cheveux longs et un joint au bec, on avait l'argent. Pour ces raisons-là, tout simplement. C'est parce qu'à cette époque-là, ils se sont dit, on n'y comprend rien, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais le résultat est là, ça marche. Donc, cette formule est devenue, c'est devenu d'ailleurs une formule, en se disant, finalement, il y a toute cette génération-là, on ne la comprend pas, mais visiblement, ce qu'elle fait, ça fonctionne. Et le nouvel Hollywood, ça a débuté presque sur ce malentendu-là. Finalement, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, mais on va le faire. Alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est que c'est aussi dans l'histoire du cinéma américain la première fois que l'auteur, le réalisateur, arrive comme un auteur. Jusque-là, le cinéma américain classique, vous savez comment ça fonctionne, c'est le producteur a un rôle évidemment phénoménal, très très important. Il y a même des films qui sont des films de producteurs. Vous connaissez des gens comme Darren Zanuck, qui ont eu des rôles évidemment très importants. Et le réalisateur arrivait à imposer sa patte, mais il n'écrivait pas le scénario. Il choisissait pas toujours ses techniciens. Donc c'est ce que Scorsese, dans son documentaire sur le cinéma américain, appelle les contrebandiers. C'est ceux qui, à l'intérieur d'un système extrêmement rigide, arrivent malgré tout à faire passer leur sensibilité, leur style. Ce qui fait que, même à partir de scénarios complètement stupides ou convenus, peu importe, de Howard Hawks, d'Anthony Mann, de n'importe qui, dès lors que c'est Anthony Mann, Hawks ou Ford qui réalisent, on a un grand film. Et c'est de là qu'était née la fameuse politique des auteurs défendue par les Français. Souvenez-vous, dans les années 50, ils disaient, la politique des auteurs, c'est quoi? C'est vous prenez un film américain, par un réalisateur qui n'a écrit ni scénario, il a rien fait, sauf, ce qui est quand même le plus important, la mise en scène. Et c'est ce qu'avait valorisé à l'époque Truffaut, Godard, etc. en disant, mais vous, les Américains, qui pensez que tous ces westerns, ces séries B, ces petits films de genre, c'est pas grand-chose, vous préférez plutôt les films un peu pétaradants de William Wyler, Tant qu'il aura des hommes, ces grandes adaptations un peu pompeuses de grands récits américains, vous vous trompez complètement. Les grands films puissants, intelligents, ce sont les petits. Ceux que vous méprisez, ils s'appellent Hitchcock, ils s'appellent Hawks, ils s'appellent Ford. C'est eux qui font les plus grands films. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu que, je veux dire, on en parlait tout à l'heure, tout le monde est convaincu que, je sais pas moi, que George Romero, que Werner Herzog, que des gens comme ça, c'est plus grand que Peter Greenaway, ou à une époque à Hartley ou Wim Wenders, plus personne n'en doute. Mais à une époque, c'est pas le cas. On considérait que le genre et tous ces petits cinéastes qui n'écrivaient pas leurs scénarios, que des scénarios qui n'étaient pas issus d'une matière noble, ce qui veut dire toujours matière littéraire, la fameuse tarte à la crème de l'adaptation des romans au cinéma, etc., n'était pas considérée. Et c'est grâce à la France et à la critique française que la fameuse politique des auteurs s'est créée pour défendre précisément tous ces cinéastes-là. Parce qu'à l'époque, Hitchcock c'était considéré comme un amuseur, Ford c'était pas grand-chose, Hawks c'était pas grand-chose, Billy Wilder c'était pas grand-chose. Alors c'est intéressant quand vous voyez ce que la critique institutionnelle en France ou aux États-Unis défend du cinéma américain à l'époque, c'est vertigineux. Ce sont que des films totalement empoulés, enfin les Haneke du moment, quoi, si vous voulez. Bon. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce travail qu'a fait la critique française avec le cinéma américain, qui est la notion d'auteur, elle va porter ses fruits à Hollywood à la fin des années 60. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 60, le réalisateur, c'était en gros une des roues du carrosse, mais sans plus. Mais là, le nouvel Hollywood, il va digérer, absorber beaucoup d'influences, dont celle évidemment de la nouvelle vague, d'abord italienne et puis ensuite française. Et ça a beaucoup marqué d'ailleurs. Denis Hopper a souvent dit que l'un de ses films fétiches, un des films qui a beaucoup compté lorsqu'il a fait Easy Rider, c'est Il s'en passe Le Fanfaron de Dino Risi, 63. Et c'est vrai que le cinéma américain Nouvel Hollywood, il est très influencé par le cinéma italien des années 50-60. On va dire entre le néoréalisme et la comédie italienne. C'est-à-dire que là, on n'a pas le temps d'en parler là, mais on sent que l'esprit italien
Le mélange à la fois d'ironie, de désenchantement, d'ambiguïté, de critique, c'est quelque chose profondément italien qui a beaucoup eu d'influence sur les cinéastes du Nouvel Hollywood. Beaucoup, 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 beaucoup. Bon, ça c'est un autre sujet, mais tout ça veut dire que le Nouvel Hollywood, c'est comme ça un ensemble d'influences, et en l'occurrence cette notion de l'auteur. Pour la première fois, d'un seul coup, le réalisateur américain va devenir le roi. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, ça va être un film de Robert Altman, ça va être un film de Martin Scorsese, un film de Brian De Palma, un film 2, peu importe, c'est que d'un seul coup, l'auteur devient roi. Bon. Mais ça, évidemment, ça aura son histoire, puisque tout le problème, c'est que tant que l'auteur roi ramène suffisamment d'argent dans les caisses, il peut continuer à être roi. Puis quand il va commencer à en ramener un petit peu moins, c'est là qu'il va y avoir un problème. Et ce problème-là, il arrive en gros à la milieu-fin des années 70. N'oubliez jamais que dans ce qu'on appelle les 75 années 70, on a en 78 la fièvre du samedi soir qui sort. Du samedi soir, John Travolta, là on est totalement aux années 80, les années 70 c'est mort à ce moment-là. Et pourtant c'est un film des années 70. Rocky, qui est un film, on en parlera peut-être parce que c'est le début de la reconstruction, enfin de l'idée de retrouver un vrai héros américain plein, c'est 76, Rocky. Et à la fois c'est un film extrêmement intéressant des années 70, et en même temps c'est déjà un film dans lequel on nous dit ouais mais les années 70 maintenant, le doute, l'ambiguïté, la fatigue, les anti-héros, les névroses, les psychoses, le mea culpa, la guerre du Vietnam, tout ça maintenant ça suffit. Il y a ça aussi, c'est aussi une décennie qui arrivera à un moment donné où le public sera lassé de ça. On pourrait dire que le film que vous allez voir, Taxi Driver de Martin Scorsese, Travis Bickle étant la pointe de ça. Après Travis Bickle, on a compris. Les héros bipolaires, perturbés, suicidaires, névrosés, impuissants. Le cinéma américain va s'en servir pendant 7-8 ans. Ce qui est une des caractéristiques du cinéma américain, évidemment, de l'époque. En 1975, la lassitude commence à arriver. Et c'est comme ça, évidemment, que le cinéma des années 80 va pouvoir, si vous voulez, tranquillement revenir, quoi. Voilà. Non, alors maintenant, on va... Dites-moi, parce que là je me suis un peu, éloigné du lauréat. Pourquoi d'ailleurs, je sais pas. Mais comme c'était la première fois qu'on se voyait pour le cycle, si tant est que vous reveniez, on sait rien. Je voulais vous parler un peu plus largement du Nouvel Hollywood que du lauréat dont on a un peu parlé avant, puis qui me semble relativement clair. Le lauréat, c'est quelque chose qui, en plus, si on le voit dans la perspective du Nouvel Hollywood, on voit vraiment ce qu'on quitte. Il y a une phrase que j'adore, parce que la première séquence, pour moi, elle est absolument magistrale, jusqu'au moment où Mrs. Robinson pénètre dans la chambre de Benjamin Braddock. Du début à la fin, plan par plan, c'est absolument une merveille. C'est extraordinaire. Puis en plus, Mike Nichols, c'est quelqu'un qui avait réalisé avant Qui a peur de Virginia Woolf, qui vient du théâtre, Mike Nichols. Et pour moi, c'est un des rares exemples lauréats réussis de films à l'intérieur desquels des séquences s'inspirent totalement du théâtre sans être jamais théâtreuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le film est construit en quelques grands segments. Je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont, dans ces pratiques, pour ceux qui font des DVD par contre, c'est que chaque segment égale un chapitre. C'est-à-dire qu'il y a de longues séquences qui durent 12, 15, 16 minutes, avec cette idée justement qu'on va poser un cadre, la fameuse séquence qui se passe dans le noir par exemple, la séquence dans la chambre d'hôtel, entre Robinson et Benjamin Braddock. Il y a de grandes séquences comme ça qui tiennent évidemment par les déplacements uniquement des acteurs dans le plan, par les dialogues, l'idée d'un essai de sentiment, d'émotion qui va être à l'intérieur du plan. Ça, c'est vraiment l'héritage théâtral de Mike Nichols. Mais à aucun moment dans le film on se dit c'est un film théâtral. Évidemment pas. Tellement c'est travaillé, même du point de vue du changement d'ailleurs de registre et d'humeur. Alors Mike Nichols, lui, se disait à l'époque, entre les producteurs et Mike Nichols et le scénariste du film, c'est Buck Henry. Alors Buck Henry, c'est un acteur de l'époque très connu, c'est notamment qui joue un rôle des parents dans Taking Off de Milos Forman, dans plein d'autres films, mais il joue un petit rôle, c'est le groom de l'hôtel, celui qui a, parce qu'il est un peu parano Benjamin Braddock, celui qui a repéré Benjamin Braddock au début du film. Lui, c'est un acteur qui sera un des acteurs, un des seconds couteaux, on pourrait dire, récurrents au Nouvel Hollywood, mais c'est lui, véritablement, qui a écrit le scénario du film. Et Mike Nichols, donc Buck Henry et le producteur, avaient souvent une discussion, parce qu'à l'époque, c'est un film qui est très nouveau, pour évidemment toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais surtout, ils avaient peur que le public soit un peu désarçonné par les changements de registre dans le film. C'est que quand vous prenez le lauréat, vous vous rendez compte qu'on est par moments dans la comédie,
presque dans le burlesque. Hein. Ensuite, il y a une sorte on pourrait dire de comédie un peu plus dramatique qui apparaît. Ensuite, une sorte un peu d'étude de mœurs. Et puis quand Anne Bancroft sort de la maison, la pluie, toute trempée, etc. Là, on est à la limite du cinéma gothique. On a l'impression que c'est Bette Davis qui vous voyez, pour ceux qui connaissent tous les films, qu'est-il la Baby Jane, Sweet Charlotte, tous les fameux duels. Enfin, duo et duel aussi, Joan Collins, Bette Davis dans les films de Robert Aldrich. Donc voilà, on passe par différentes humeurs, puis après, on rentre dans de grandes et longues séquences où lui prend la route. Hein, alors sur la musique de Robinson, d'accord. Le film change beaucoup de registres très souvent, et à l'époque il y avait une discussion à l'intérieur de l'équipe en se disant mais est-ce que le public va suivre ça, et il comptait notamment sur le fait, ce qui était assez rare à l'époque, d'utiliser beaucoup le silence. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on voit le lauréat, comme il n'y a pas de musique de film composé pour le film, à l'exception des chansons. Donc il y a de très très grandes longues séquences sans aucune musique. Et évidemment, lorsque les chansons de Simon Garfunkel surgissent, elles ont une valeur qui n'est pas une valeur illustrative. En tout cas, elles disent la psychologie du personnage. Et quand voilà, le Sound of Silence au début, quand on connaît un peu, moi j'étais un grand amateur des Simon Garfunkel, quand on connaît un peu les paroles de Simon Garfunkel, c'est une description absolue de l'état mental de, évidemment, Benjamin Braddock. Hein. Et là, on se rend compte que Mike Nichols se disait, oui, il y a beaucoup de changements de registre, mais grâce à Simon Garfunkel, on va maintenir une unité pendant tout le film. Régulièrement, on entend une chanson qui vient commenter, un peu comme une sorte de, un peu comme des chœurs, quoi, hein, le film. Et en même temps, la chanson n'est pas là comme, justement, comme une sorte d'illustration, ni pour souligner. On ne pourrait presque dire qu'elle métaphorise à l'intérieur directement du film, si vous voulez, l'état mental du personnage. Donc elles sont importantes, les chansons. Et on le sent bien quand on le voit. Moi, il me semble. C'est-à-dire que quand on voit le début, quand on voit la fin, quand on entend Scarborough faire, etc., on sent que c'est autre chose. C'est pas un moment de repos. Hein, c'est presque le moment de vérité. C'est lorsque la chanson va commenter l'état mental du personnage de Benjamin Braddock, quoi. Et non, mais pourquoi je vous parlais de la séquence du début, parce que j'adore, parce que le film est très, très. En plus, ce qui est assez beau, c'est que c'est un film qui donne sa chance à tout le monde. C'est-à-dire que finalement, c'est pas un film qui joue avec un personnage contre d'autres. C'est que même les parents de Benjamin Braddock, au fond, ils ont leur raison. C'est ça que je trouve assez beau dans le film. Hein. Évidemment, on peut les trouver ridicules, mais tous les personnages peuvent l'être à un moment donné, y compris Benjamin Braddock. Et j'aime ce moment où Benjamin Braddock est pris de côté par monsieur, je crois que c'est McIntyre, à chaque fois j'oublie son nom, et qui va lui révéler le secret de sa vie future. Il lui dit viens voir, j'ai un truc à te dire, etc. Donc au moment, il veut rentrer dans sa chambre. Il dit je n'ai qu'un seul mot. Et là il attend, oui monsieur McIntyre, il attend, c'est quoi ce mot? Et il dit le plastique. Vous vous souvenez de ça? Et ça, c'est un des moments évidemment importants du film, c'est que au moment où sans doute Benjamin Braddock réalise ça. Hein, c'est que voilà, mais l'avenir, effectivement en un seul mot, l'avenir qui m'est réservé de cette société américaine des années 50 là, la voiture est très importante. On sent que c'est déjà la fin de quelque chose là. Hein. Parce que la séquence du driving, on met son essai de capot pour ne pas entendre l'autre. Ça, à ce moment-là, c'est du Nicolas Ray, si vous voulez. Même esthétiquement, le film passe son temps à être entre Easy Rider et Nicolas Ray, si vous voulez. Bon, après, c'est un peu plus fin. Et donc voilà ce qu'il veut fuir, c'est évidemment ce plastique-là. Alors il y a une chose que je veux vous dire aussi, esthétiquement, quand on voit le lauréat, il y a un peintre auquel on pense immédiatement, parce que Mike Nichols était collectionneur d'étoiles de ce peintre-là, et que c'est un peintre qui a beaucoup marqué le cinéma à cette époque-là, comme Edward Hopper a marqué en gros les années 50, c'est évidemment David Hockney. Hein. La série des Bigger Splash, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la peinture, la série des Bigger Splash, où on voit cet homme au bord d'une piscine toute bleue californienne faire des plongeons, parfois disparaître dans la piscine, etc. etc. Si vous voulez, c'est la matrice, c'est le modèle pictural du lauréat. Hein, le lauréat sort d'un tableau de David Hockney littéralement. Et moi, je sais avoir rencontré une fois la fille de Mike Nichols qui m'avait vraiment confirmé que Mike Nichols était un fanatique de David Hockney, qu'il en avait partout chez lui, et qu'évidemment, quand on voit le lauréat, on ne voit que ça. Il y a un autre film, entre parenthèses, qui est aussi un film qui sort des toiles de David Hockney, qui est The Swimmer. Hein. Alors ça, c'est presque un film qu'on aurait pu projeter. Mais dans les genres des films charnières, en fait, on avait le choix entre le lauréat et The Swimmer. Le Swimmer, c'est le lauréat, mais vu du point de vue d'un personnage de l'ancien Hollywood joué par Burt Lancaster. Film extraordinaire, grand chef-d'œuvre de 68, réalisé par un cinéaste malheureusement un peu inconnu aujourd'hui, mais c'est dommage, qui s'appelle Frank Perry, qui a fait quelques très très beaux films à cette époque-là. Et le film est ressorti en salle et en DVD, donc ça faisait l'occasion.
En français, il avait retitré Le Plongeon. Ouais. Ça s'appelle The Swimmer. C'est un film de 68, réalisé en 66. Donc en fait, c'est presque historiquement le premier vrai film de Nouvelle Hollywood. Et c'est un chef-d'œuvre absolu qui raconte l'histoire d'un homme joué par Burt Lancaster. Alors en 66, Burt Lancaster, c'est plus celui de Trapèze ou Tant qu'il y aura des hommes. Mais en même temps, quand on le voit, on a l'impression qu'il a 40 ans. Burt Lancaster arrive dans le film, dans le plan, dans une espèce de petite forêt, un petit sous-bois comme ça. Il est en maillot, on ne sait pas d'où il sort, et il décide de rejoindre, on est dans la vallée du Connecticut, mais avec une ambiance très Californie comme ça, et il décide de rejoindre sa maison en passant par les différentes piscines de ses voisins. Et sa maison, c'est 2 filles et sa femme, qui s'appelle Lucinda. Et il va baptiser cette espèce de succession de piscines dans laquelle il va plonger pendant tout le film, la Lucinda River. Bon. Et c'est l'histoire c'est un des rares exemples de film dans lequel le personnage principal, d'autant plus quand c'est Lancaster, passe son temps en maillot du début à la fin. C'est un film absolument sublime, réalisé par Frank Perry avec un peu Sidney Pollack par moment. Et donc c'est l'histoire de cet homme qui va remonter le cours à la fois de l'espace mais aussi du temps. Et on va se rendre compte au fur et à mesure de son passage dans différentes piscines qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Mais tout ça pour dire que, bon, ça, je ne veux surtout pas vous déflorer le film, ça serait criminel, mais tout ça pour dire que Burt Lancaster, si vous voulez, dans le film, se déplace dans le monde du lauréat. Si ça vous intéresse de voir The Swimmer. Bon. Et donc David Hockney, c'est un cinéaste important, un peintre important pour Mike Nichols. Et le lauréat s'amuse beaucoup avec quelques motifs qui sont évidemment autour de l'eau. Alors vous avez vu l'aquarium au début, la piscine évidemment, la pluie, c'est-à-dire que l'eau, la fontaine, lorsque lui arrive à Berkeley, bon, on n'a pas le temps d'étudier en détail la façon dont Nichols se sert de l'eau, mais grosso modo, on peut dire quoi? Qu'au tout début du film, l'aquarium, ça symbolise, lorsqu'on a ce plan frontal de Dustin Hoffman plaqué à l'aquarium avant que les parents n'arrivent, comment est filmé l'arrivée des parents, que avant même que les parents aient dit un mot, la mise en scène dans les grands films a toujours de l'avance sur ce que raconte le film évidemment, sur le scénario, et avant même que les parents n'aient dit un mot, on sait déjà que c'est à cause d'eux, de ce qu'ils représentent, que Benjamin Braddock n'est pas heureux notamment. Ils obstruent le cadre, ils l'empêchent de respirer, jusqu'à la mer. La mer, c'est terrible, parce que autant on voit un peu Benjamin Braddock quand le père est à côté, mais dès que la mer apparaît, c'est noir total, il faut partir du cadre. Bon. Tout ça pour dire quoi? Alors, l'aquarium, c'est à la fois, on pourrait dire, l'espace mental matérialisé à l'intérieur du plan du désir de Benjamin Braddock. C'est quoi son désir? C'est quand on n'arrive pas à habiter le monde dans lequel on est, on n'a qu'une envie, c'est de disparaître. On dit c'est plonger dans la piscine. Parce que d'ailleurs, c'est très très beau moment où il va faire le guignol, parce que tout le monde attend qu'il arrive. Il saute dans la piscine et puis il reste là. Ce qui est important dans cette séquence-là, c'est le fait qu'il reste. C'est qu'il a envie de s'abstraire du monde et de disparaître du plan. Il reste comme ça au fond de la piscine, évidemment. Et alors, ce qui est la loi qu'amène, si vous voulez, tout ce travail autour de l'eau, du cadre, etc. Mais ça, je vous en reparlerai sans doute une prochaine fois. C'est que il y a une règle. Mais je vais faire vite là-dessus parce que ça va être trop long. C'est que dans le cinéma américain classique, il y avait toujours, si vous voulez, une coïncidence entre le personnage et puis le cadre qu'il occupe. John Wayne, Gary Cooper, Fonda, enfin bref. Ils sont dans le cadre, il y a une coïncidence, ils sont dans le cadre, ils ont envie de l'occuper, ils ont envie de le conquérir, l'espace, une femme, du bétail, enfin il n'y a pas de lien, mais genre, bon, différentes choses comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant avec la partie du Nouvel Hollywood, et ça c'est une des figures majeures de ce cinéma-là, c'est d'un seul coup que les personnages qui jusque-là, et là on pourrait dire le wasp typique qu'est Benjamin Braddock, lui pourtant il a l'Amérique pour lui, le cadre c'est l'Amérique, celui-là ne veut plus l'occuper. C'est-à-dire que les gens qui possèdent le cadre, qui ont le droit au cadre, n'ont qu'une envie, c'est de le fuir, de disparaître. Bon. Et inversement, parce qu'il y a évidemment le contre-champ de tous ces films-là, et ça c'est les films de zombies, d'animaux vivants, c'est Peter Sellers dans The Party de Black Edwards, c'est tous les films Sweet Badass Song, ce qu'on appellera ensuite les films à blaxploitation, mais les noirs et les minorités dans le cinéma américain, alors que la majorité, en gros les parents de Benjamin Braddock, et donc Benjamin Braddock n'a qu'une envie, c'est de quitter le cadre, Hoffman dans le film, autant à cette époque de Nouvelle Hollywood, toutes les minorités n'ont aucune envie, c'est de se l'approprier. Ce qui fait qu'on a un double mouvement qui est absolument passionnant dans l'histoire du cinéma américain à ce moment-là. C'est qu'on a d'un côté Benjamin Braddock qui veut sortir du cadre, comme Kirk Douglas dans L'Arrangement, par exemple, d'Elia Kazan. Et puis on a les Indiens qui veulent enfin s'approprier le cadre. Ce qui fait que personne n'est à sa place. Et ça, c'est absolument passionnant parce que le cinéma américain classique, il est fondé sur l'idée justement qu'à la fin du film, chacun est à sa place. Ceux qui sont hors du cadre
En gros, les Indiens, les monstres, les bestioles, ils sont hors champ. Même s'ils ont voulu rentrer, on les a dégagés. Et ceux qui sont dans le cadre, c'est toujours la version miniature de l'Amérique. C'est pour ça que dans le cinéma américain, mais ça j'y reviendrai, savoir qui est cadré ou pas, qui n'est pas cadré ou pas, à quoi sert le hors-champ, c'est évidemment un sens extrêmement politique. Hein, la politique, elle est là dans le cinéma américain, c'est pas avoir des banderoles. Hein. C'est la façon dont évidemment on cadre, hein, c'est la mise en scène. Et ça, on en parlera très très souvent, mais vous regardez comment sont cadrés les gens, quel type de droit au cadre ils ont. Hein, sachant que dans le cinéma américain, le droit au cadre, c'est le droit au sol, et le personnage qui reste dans le cadre, c'est l'américain. Vous allez voir comment tout ça, évidemment, va évoluer au cours des années 70. Ça, c'est un truc absolument passionnant, dans tous les films, évidemment, qu'on va voir. Le cinéma américain de l'époque se caractérise par un mélange des genres, ce qui fait que c'est très compliqué à l'époque de parler d'un western, d'une comédie, d'un film d'horreur, parce que tout ça se mélange. Soldat bleu de Ralph Nelson, à la fin c'est un film d'horreur. Taxi Driver c'est pareil. L'Exorciste de William Friedkin, est-ce que c'est un film d'horreur? Moi je crois pas. C'est un grand drame sur une mère qui ne reconnaît pas son enfant. Peu importe. Ça veut dire qu'il fallait que ce soit représentatif à la fois d'une histoire des formes, d'un genre en particulier, et voir la façon dont il est retraité, d'un cinéaste. C'est que je pense que c'est quand même aussi une décennie de grands cinéastes. C'est-à-dire que je ne pouvais pas mettre 2 fois, par exemple, Robert Altman ou 2 fois Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, pour moi, c'est le plus grand de la période quasiment. Je veux dire, si je m'étais laissé aller, les 70 seraient devenus un cycle Sam Peckinpah. Donc c'est pas possible. En même temps, je me dis, parmi les films de Peckinpah, si je suis par rapport à la période, en gros, entre La Horde sauvage 69 et puis Tueur d'Élite 78, qu'est-ce qui me semble le plus intéressant? La Horde sauvage, il me semble que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Hein. Puis en tant que western, je pouvais en parler, vous l'avez plus en tête, alors que John McCabe est un film qui me semble plus difficile à voir. Ça va peut-être parler de Robert Altman et d'un traitement radical du western, hein, alors que Peckinpah, il est encore dans un rapport, on pourrait dire, enfin, à la fois amoureux et presque nostalgique aussi du western, malgré tout. Hein. C'est somptuaire chez Peckinpah. Il enterre le western, mais c'est somptuaire. On aimerait bien que les gens enterrent toute la journée comme ça, quoi. Alors que dans le John McCabe, c'est à la fois l'esprit de Robert Altman, dont toute la carrière c'est retravailler les genres et voir ce qui révèle de l'idéologie américaine. C'est ça que Robert Altman est un grand cinéaste parce qu'il a travaillé sur le genre précisément, tous les genres. Hein. Donc voilà, John McCabe, en plus pour moi c'est un des plus beaux films aussi évidemment de la période. Donc oui, Peckinpah, alors je me suis dit qu'est-ce qu'on prend de Peckinpah? Je me dis qu'un des moins connus, un des plus beaux, peut-être son chef-d'œuvre, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. D'abord ça peut être de le montrer, de faire connaître un acteur qui n'est pas forcément hyper connu et qui est très important à l'époque, c'est Warren Oates, qui a joué chez Monty Hellman aussi. Et de revenir sur cette forme justement qui était le road movie, comme on ne parlait pas d'Easy Rider, et puis aussi d'être dans le moment du désenchantement, parce que Alfredo Garcia c'est 74, c'est vraiment un film du désenchantement. Je voulais aussi un film qui soit ce qu'on appelle un film appartenant à la veine du cinéma dossier, Pollack, 3 jours du Condor, Serpico, Conversation secrète, tout ce moment parano, complotiste si vous voulez. Je me suis dit c'est quoi pour moi le chef-d'œuvre là-dedans? Il y en a 2, Conversation secrète de Francis Ford Coppola, 74, et la même année, ce ils sont tous faits en 2-3 ans, c'est évidemment Parallax View, à cause d'assassinat. Et j'ai choisi celui-là d'abord parce que Pakula n'est pas suffisamment connu alors que c'est un des grands de la période, et que Parallax View c'est absolument éblouissant. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et Parallax View permet aussi de comprendre certains films qu'on voit aujourd'hui, et notamment de Michael Mann. C'est-à-dire que quand on voit The Insider de Michael Mann Révélation, c'est un film dont le fantôme est évidemment Pakula. Hein. Vous voyez, donc j'ai choisi un peu, mais j'aurais pu en prendre 15-20 autres. Vous voyez, c'était voilà, à peu près. Après, c'est chronologique, mais je savais évidemment par contre qu'on allait terminer avec Cimino. Hein, parce que Cimino, à la fois, il vient à la fin. Il vient à la fin. C'est son 2e film, Au bout de l'enfer, mais il arrive à la fin de ce mouvement-là, et que ça coïncide parfaitement avec un moment où le cinéma américain des années 70 est dépassé, ce qui est très beau avec Cimino, mais ça j'en reparlerai quand on parlera de Au bout de l'enfer, ça sera une longue séance parce que le film fait 3 heures, et le débat... Mais Au bout de l'enfer, c'est un film qui est déjà dans l'après années 70. C'est cette idée justement que bon, ça fait 12-13 ans qu'on déconstruit tout, 12-13 ans que on a produit la critique de l'Amérique, si vous voulez. Maintenant, il va peut-être falloir reprendre la ligne et tenter de reconstruire. Et autant le cinéma des années 70, c'est un cinéma de la critique, autant le cinéma de Cimino, c'est un cinéma de la reconstruction. La reconstruction, attention, c'est pas l'amnésie à la Spielberg. Hein.
La reconstruction, c'est j'ai conscience des années 70, évidemment, de cette histoire-là. En même temps, la Bible du cinéma américain, c'est John Ford. Donc comment je reprends la ligne de John Ford, sachant que c'est plus possible. Moi, c'est toute la beauté du cinéma de Cimino, évidemment. Et donc, Voyage au bout de l'enfer, pour moi, c'est le plus grand film sur les 15 années 70. Donc, je trouvais que c'était bien de clore avec cette espèce de film monstre. Et surtout, qui racontait aussi ce moment fou qui explique une raison pour laquelle s'explique la fin des années 70, c'est le règne total des auteurs. Donc, à la fin des années 70, les auteurs sont devenus les rois. Ils peuvent mobiliser l'argent qu'ils veulent. Alors il y a Coppola qui arrive à tourner Apocalypse Now, qui est un tournage pharaonique qui coûte un argent monstrueux. William Friedkin qui va tourner le remake du Serre de la Paire de Clouseau, film qui s'appelle Sorcerer, chef-d'œuvre absolu. Ça c'est le problème, là, c'est que la copie en format respecté n'est pas trouvable. Mais Sorcerer, c'est un truc absolument incroyable. Donc lui aussi part, non pas aux Philippines comme Coppola, mais en République dominicaine. Et puis Cimino, lui, part tourner Voyage au bout de l'enfer et puis Heaven's Gate. Voilà. Et donc il y a le moment où il y a une espèce, on pourrait dire, d'hypertrophie du statut d'auteur qui fait que d'un seul coup, ces cinéastes-là, et beaucoup le diront, ils ont peu à peu perdu presque le contact avec le public. Hein, ils ont fait des films géniaux, mais ne se rendant plus compte, alors qu'il y a 10 ans auparavant, ils étaient totalement synchrones, de ce que voulait voir le public. Et le public, il voulait voir Star Wars, la film du samedi soir. Puis voilà, ils voulaient voir Les Dents de la Mer, et puis bientôt le cinéma des années 80 et Reagan. Et ils n'ont pas compris qu'à la fin des années 70, l'Amérique avait changé, et eux sont restés sur cette lancée-là. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça bien de terminer avec Voyage au bout de l'enfer, The Deer Hunter en anglais, parce que le titre c'est bon. Et c'est quand vous allez voir Voyage au bout de l'enfer. Vous avez déjà vu Voyage au bout de l'enfer? Qui l'a déjà vu parmi vous? Alors pour ceux qui l'ont pas vu, c'est quand même un des chocs. Enfin, c'est un film absolument phénoménal. Hein, voilà. Et donc pour moi, c'est pour ça que il y avait aussi la question des périodes, des cinéastes qui étaient importantes. Alors il y a un ou deux cas dans lesquels ce que je vous dis n'est pas faux, mais ne marche pas totalement. C'est notamment le cas de Soleil Vert. Hein, Soleil Vert, ça me semblait intéressant de passer un film autour du grand courant des années 70 qui a été le cinéma catastrophe et d'anticipation. Ce moment où l'Amérique et le cinéma américain se posent des questions sur l'idée d'une société alternative, eu égard à des modèles économiques, écologiques, etc. Il y a eu beaucoup de films d'identification à l'époque. Soleil Vert, L'Âge de Cristal, Silent Running, La Planète des Singes en fait évidemment partie, Le Survivant, il y en a comme ça énormément. Et ça, c'est un genre, un ensemble de films caractéristiques de l'époque et qui est absolument passionnant. Et voilà, on a choisi aussi en fonction de la qualité des copies. Et Soleil Vert, réalisé par un cinéaste qui est passionnant, mais qui n'est pas un génie, qui est Richard Fleischer, qui a fait quelques très grands films. Et voilà, Soleil Vert aussi, ça permettait de parler de Charlton Heston. C'est quoi Charlton Heston dans les années 70 ? Hein, cet homme qui est une fois l'homme qui va sauver l'humanité des singes, une fois Moïse, le dernier des survivants. C'est un peu ça Charlton Heston. Et je trouve que c'était intéressant de se rappeler que Charlton Heston a été, dans les années 70, un acteur qui a beaucoup aussi inspiré Nouvelle Hollywood. Alors qu'aujourd'hui, on a l'image du type président de la NRA, un peu fou furieux, Bowling for Columbine, etc. Mais voilà, il faut toujours avoir en mémoire l'évolution de ces acteurs-là. Et alors, le seul regret, sans doute, que j'ai dans le Six, c'est Eastwood. Mais je vous en parlerai. Hein, et voilà. Et Dirty Harry, en gros, pour faire court. J'aurais bien aimé, mais je vous en parlerai, de Clint Eastwood, de Don Siegel, de tout ce malentendu autour de Clint Eastwood, fasciste, le polar un peu ambigu, gris des années 70. Tout ça, c'est passionnant, et notamment parce qu'Eastwood continue encore aujourd'hui à tourner, et que comment cet homme qui a été taxé de fasciste pendant des années est aujourd'hui considéré comme le plus grand des démocrates. Et puis là, d'un seul coup, il se met à soutenir Romney et on lui retombe dessus comme si on était 40 ans plus tôt en 71. Hein, c'est vachement intéressant. Notamment, ça dit beaucoup de choses de la critique française à l'égard de Eastwood et de son rapport, on pourrait dire, droite-gauche qu'elle applique de façon toujours très rapide sur le cinéma américain, qui évidemment ne veut jamais rien dire. Et Eastwood, c'est un très très bon exemple pour moi de ça, et puis de longévité, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il a 82 ans aujourd'hui, Eastwood, un truc comme ça. Et donc sa carrière de Eastwood est absolument phénoménale. C'est sans équivalent, aussi bien comme acteur dans des séries télé, et puis passant en Italie à côté de Sergio Leone, revenant aux États-Unis, travaillant avec des cinéastes, tournant lui-même des films. Et Eastwood, c'est un cas passionnant, et c'est un cas passionnant aussi de ce qu'est moins le héros américain que le mal américain, si vous voulez. Ça, c'est passionnant. Parce qu'un des grands trucs d'Eastwood dans les années 70, c'est qu'il passe son temps à se faire dérouiller ou amputer ou tabasser.
On a toujours dit de Eastwood l'image de l'homme avec son Magnum 44. Et vous regardez Les Frissons dans la nuit, vous regardez Les Proies, vous regardez L'épreuve de force. C'est le mâle impuissant, Eastwood. Quand on voit vraiment les films, c'est absolument ça. Donc voilà en gros la façon dont on a organisé ce cycle, ce qui fait que, évidemment, au cours des séances, parfois je vous redirai peut-être des choses, on fera des allers-retours. Voilà. Alors évidemment, le problème va être pour ceux qui ne reviendront pas ou ceux qui débarqueront dans 2-3 séances, tant pis pour eux. Mais voilà, on va essayer qu'il y ait un peu de continuité aussi dans ce qu'on se raconte, quoi. Ouais, John McCabe, McCabe et Mrs. Miller, Robert Altman, ça c'est un film extraordinaire. Et alors, venez voir aussi, alors il y a 1000 raisons pour aller voir le film, et notamment parce que vous allez comprendre d'où Sergio Leone a eu l'idée d'un film d'Amérique qu'il a tourné en 84, du fameux plan dans lequel Robert De Niro se perd dans ses volutes de fumée, etc. Vous allez voir comprendre d'où ça vient, si vous venez voir. John McCabe évidemment. Bon, bonne soirée et puis à bientôt.